Alors, Obama s'exprime à l'université de Stanford pour confirmer que le déploiement des vaccins Covid sur des milliards d'êtres humains dans le monde entier constituait pour l'essentiel des essais cliniques de vaccins. Il a dit « Nous avons essentiellement testé cliniquement le vaccin sur des milliards de personnes dans le monde ». Ça, normalement, mes amis, c'est prison. C'est prison. Il y a des traités internationaux, dont celui de Nuremberg, et c'est clair, c'est la prison, et même, c'est même parfois même, je crois, la peine de mort. Dites-moi le contraire. Une adolescente de 15 ans a été violée ce lundi à Saint-Genis-Laval par Radouane L, 41 ans, et tenez-vous bien, il avait 71 mentions au fichier des antécédents judiciaires. 71 mentions, ça veut dire 71 fois où la justice aurait pu l'arrêter, 71 fois où on aurait pu la protéger. D'ailleurs, d'après Occidentis, elle a également subi une tentative d'enlèvement avant d'être violée. En fait, cette adolescente, c'est une victime de plus d'un système qui laisse les criminels en liberté et les victimes dans l'oubli. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron, il ose nous parler de brainwashing. Madame Borne, elle nous explique qu'il faut réfléchir. Et Monsieur Éric Dupond-Moretti, l'ancien garde des Sceaux, se moque ouvertement des Français qui parlent d'insécurité. Où est-ce qu'elle est l'action? Ces actes, ils arrivent tous les jours. Où est-ce qu'elle est la fin de ce laxisme judiciaire qui protège les agresseurs et punit les victimes? C'est insupportable. Combien de temps est-ce que ça va durer? Et nous, en fait, au collectif Némésis, on ne se taira pas, on ne se taira d'ailleurs jamais. Nous apporterons toujours nos soutiens aux victimes et nous apportons d'ailleurs de tout cœur notre soutien à cette jeune femme. Maintenant, on exige une justice qui protège les victimes, pas les criminels. Rejoignez-nous, partagez ce message. Le type de police, le type de force de l'ordre qui existe aux États-Unis ou en France aujourd'hui, lourdement armé avec différents petits bataillons, des groupes d'intervention, des armes de guerre, des véhicules blindés, des stratégies de type quasi-militaire qui ont été élaborées maintenant, intégrées depuis longtemps. Vous trouverez la même chose dans un État fasciste. Si demain la France devient un État fasciste, il n'y aura pas besoin de réforme de fond en comble de la police. On pourra utiliser exactement la même. Et donc, lorsqu'on est dans cette situation-là, c'est normal que les Noirs ou les minorités visibles, les personnes, les populations racialisées, expérimentent leur contact avec ces forces répressives comme fascistes parce que, précisément, je veux dire, elles sont fascistes en puissance. Elles ont tous les éléments, toutes les cartes en main pour fonctionner dans l'ensemble de la société comme des forces de répression fascistes. Meurtre, emprisonnement, dissolution des réseaux militants. L'État fédéral américain a une longue tradition de répression des mouvements révolutionnaires et antiracistes qui ne diffère pas en nature de la répression des États fascistes. C'est dans ce contexte, dans les années 60 et 70, que les militants afro-américains assimilent leur combat à une authentique lutte antifasciste. Hier, comme aujourd'hui, la montée du fascisme s'appuie sur des dispositifs sociaux et policiers préexistants. Sans avoir besoin d'innover, les mouvements autoritaires n'ont qu'à puiser dans les outils et technologies déjà existants pour imposer leurs projets racistes. Finalement, il ne s'agit peut-être pas de se demander comment le fascisme révolutionne les méthodes répressives, mais plutôt comment il exploite celles qui existent déjà. Do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Loi antiterroriste, état d'urgence. Bien que les démocraties libérales se fondent sur la protection des libertés fondamentales, elles prévoient aussi un ensemble de dispositifs qui permettent de contourner l'état de droit. Regardless of the fact that we are attacking your fundamental rights or limiting your fundamental rights, and the Charter says that's wrong, we're still going to go ahead and do with it. Je crains qu'il y ait une très grande sidération et une très grande pacification de la population. Et que le régime de terreur qui se met en place, comme souvent dans ce genre de cas, désarme la résistance de ceux qui pourraient vouloir s'opposer. Et on peut prendre le pouvoir et établir un bloc hégémonique avec une minorité. Il suffit que une partie significative des classes moyennes et des classes travailleuses et que l'essentiel des classes dominantes adhèrent au projet. C'est quelque chose qui, je pense, est en train d'être construit. Les résistances, elles sont évidentes, elles existent, il y a des dissidents, ils sont dans une position de minorité, de marginalité totale, mais c'est comme ça qu'on commence les contre-insurrections. Je pense qu'il y a l'idée selon laquelle le sens de l'histoire, le nouveau, il n'y a pas d'alternative, c'est ce capitalisme autoritaire et raciste.
Je crois que beaucoup de gens sont aujourd'hui persuadés de ça, parce qu'on a un appareil médiatique dominant qui le martèle. Donc il est très important de rappeler que tel n'est pas le cas. Je crois qu'il y a une fatigue Covid. Dès qu'une nouvelle histoire émerge, les gens s'y accrochent. Ils ont déjà annoncé à notre bureau que dès que le public est réceptif, nous allons commencer à nous concentrer surtout sur le climat. Le climat et le réchauffement climatique seront nos prochains... je ne sais pas comment dire. Notre prochaine priorité, comme de sortir Trump de la Maison Blanche, ok? Sans le dire, mais c'est ça. Notre prochain sujet sera la sensibilisation au changement climatique. De quoi ça aurait l'air? Je ne sais pas, je n'en suis pas certain. J'ai le sentiment qu'on diffusera constamment des vidéos sur la fonte des glaciers, sur le climat qui se réchauffe, les effets que ça aura sur l'économie, et vraiment se concentrer là-dessus. Qui prend cette décision? Le dirigeant du réseau, juste. Qui c'est? C'est Monsieur Zucker? Zucker, oui. J'imagine qu'ils ont une réunion et qu'ils ont tous discuté de tout ça, ce qu'ils pensent. Alors ce sera la prochaine? La prochaine histoire, comme la pandémie, à ne plus voir que cette histoire, toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas comme... ce n'est pas la fin de la pandémie. Vous savez, comme ça finira par perdre suffisamment d'importance pour ne plus être un problème. Les problèmes climatiques prendront des années. Ils seront en mesure d'exploiter ça pendant un bon moment. Alors, une explosion du changement climatique? Soyez prêts, ça vient. Croyez-vous que le public aura peur du changement climatique? Oui, la peur, ça vend. Depuis plusieurs semaines, des vidéos montrant des tirs et des bombardements lors des distributions d'aide alimentaire à Gaza se multiplient. D'après le ministère de la Santé de l'enclave, contrôlé par le Hamas, il y aurait eu au moins 500 morts et 4000 blessés lors de ces distributions, un chiffre que l'ONU juge fiable. De nombreux Gazaouis et des ONG locales attribuent ces tirs à l'armée israélienne, mais Israël nie toute responsabilité. Alors que se passe-t-il lors de ces distributions d'aide alimentaire à Gaza? Le journal Haaretz a mené l'enquête et a pu recueillir plusieurs témoignages de soldats israéliens chargés de la sécurité dans ces centres. Des soldats sous couvert d'anonymat qui expliquent avoir reçu l'ordre de tirer délibérément sur la foule lors de ces distributions, et ce qu'ils expliquent fait froid dans le dos. Là où j'étais en poste, entre 1 et 5 personnes étaient tuées chaque jour. Les Palestiniens sont traités comme une force hostile. On leur tire dessus avec tout ce que l'on peut imaginer. Des mitrailleuses lourdes, des lance-grenades, des mortiers. Ce soldat explique aussi dans l'article que le nom de l'opération à laquelle il participe s'appelle Salted Fish, poisson salé. C'est l'équivalent en Israël du jeu 1, 2, 3 soleil. On a pu discuter avec Nir Hasson, le journaliste qui a pu échanger avec ces soldats. Et ce qu'il nous explique, eh bien, c'est que ce sont des soldats, des officiers réservistes qui ont environ une vingtaine, une trentaine d'années, qui se retrouvent à devoir gérer ces centres de distribution depuis que l'aide humanitaire a repris à Gaza. Il faut savoir qu'il y a des milliers de Gazaouis qui se rendent chaque jour sur ces points de collecte, qui viennent parfois de très loin. La foule vient aussi en dehors des heures d'ouverture, parfois même la nuit. D'après Nir Hasson, l'armée israélienne utilise les armes pour contenir et maîtriser la population. Aujourd'hui, cette militarisation de l'aide humanitaire est dénoncée par l'ONU et des ONG comme Médecins sans frontières qui demandent à ce que l'aide humanitaire soit apportée par des organisations qui savent faire pour garantir la sécurité des populations à Gaza. C'est très simple, ça coûte 300 milliards. C'est 20% simplement de la capacité de production. Ça détruit la biodiversité, ça détruit les paysages et ça augmente la facture des Français. Enfin, t'as pas besoin d'être sorti de l'école des mines pour considérer que faut peut-être aller sur autre chose quand même. Et c'est fabriqué en Chine, et les sociétés d'exploitation, ce sont des fonds de pension, et on va nourrir les gens de Montréal et les gens des États-Unis. Enfin, moi je veux qu'on me réponde sur les... Nous venons de perdre une guerre contre la Russie. Les États-Unis faisaient cette guerre. L'armée américaine, le Pentagone, le département d'État, la CIA faisaient la guerre à la Russie. Il ne s'est jamais agi de l'Ukraine. Personne à Washington ne se soucie de l'Ukraine ou des centaines de milliers d'hommes ukrainiens anéantis.
le fait qu'elle soit peuplée par des ressortissants des pays du tiers-monde. Je veux dire, l'Ukraine, nous avons juste éliminé l'Ukraine. Personne ne s'en soucie. C'était une guerre contre la Russie. Ils détestent la Russie pour de nombreuses raisons, principalement spirituelles. Mais nous avons perdu. Et ce qui m'inquiète, c'est que personne ne le dit à haute voix, que nous surestimons notre pouvoir. Nous devrions savoir que nous n'avons pas été capables de gagner une guerre conventionnelle contre la Russie. Point. Bonjour à tous, nous venons de voir la dernière vidéo. Voici quelques images récentes que j'aimerais commenter. Donc, première image, c'est la même chose finalement. Deux logos, différents noms, mais la même chose. Bon, les deux mêmes logos avec une description. Si vous voulez avoir le temps de lire, mettez-vous en format plein écran et appuyez sur pause pour avoir le temps de lire. Province de Québec, François Legault, un texte intéressant. Encore là, je vous invite à mettre en format plein écran et à appuyer sur pause. Ici, dans le haut, Marc Carney, l'actuel premier ministre du Canada, nous sommes en crise. La photo du milieu, l'ancien premier ministre du Canada, celui qui a créé la crise. Et la dernière image, celui qui conseillait Justin Trudeau, qui est maintenant devenu le premier ministre. J'ai l'impression qu'on tourne en rond au Canada. Ça vient d'un journal, le Journal de Montréal. Une majorité de Canadiens et de Québécois ne se sentent plus les bienvenus aux États-Unis. Par contre, c'est un fait que, d'après ce monsieur-là sur Twitter, Jean JS, le Canada n'est même pas un sujet de conversation aux États-Unis. Cet article, c'est de la pure propagande pour former l'opinion et pour faire peur au monde. Les Américains voient le Canada comme un pays socialiste qui tend vers le communisme. Ils ont pratiquement pitié de nous. Mais nous sommes toujours les bienvenus aux États-Unis. Ici, coup de théâtre en Europe, les fonds COVID de 724 milliards d'euros de l'Union européenne auraient été détournés. Eh bien oui, c'était ça le but de toute l'opération. Jean-Dominique Michel, un résistant très bien connu sur Internet. Ceux qui n'ont pas intégré le fait que le projet de Macron est de détruire la France ont une sérieuse mise à jour à faire. Même chose en ce qui concerne le Canada, la province de Québec, finalement, les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Un journaliste ici de la province de Québec, les journalistes devraient se rappeler que leur job est de débusquer la bullshit du gouvernement, pas de nous la faire avaler. Justement, en parlant de bullshit en ce qui concerne le réchauffement de la planète, bon, l'Australie se réchauffe plus vite que le reste du monde, le Canada se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète, etc. Pour terminer, témoignage d'un soldat israélien de retour de la bande de Gaza. Je me suis senti comme un nazi à Gaza. C'était exactement comme si nous étions les nazis et eux les juifs. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine.